ces débris d'hélicoptères au sol. C'est le choc pour tout le monde. Je l'entends annoncer le décès de Thierry Sabine, de Daniel Balavoine et de l'équipage. Ils étaient au cœur du drame et ils racontent ce qui s'est vraiment passé. Et les grands drames du sport, Dakar, mardi à 20h45 sur RMC Découverte. Les conditions climatiques, on s'est aperçu que c'était la folie très vite. L'hélicoptère décolle. Il se met au-dessus de nous et il nous suit. On voit passer les lumières de l'hélicoptère avec une vitesse horizontale très élevée. On entend un vouf assez important et une gerbe d'étincelles. En s'approchant de l'hélicoptère, réellement, il y avait une odeur de kérosène. On s'est dit, ça va nous péter la gueule. On voit des bouts d'hélico crachés, puis des corps autour. Qui étaient de couleur ocre, tous. Donc, incontestablement, décédé. Et d'un seul coup, il se met à hurler. L'hélico s'est planté, ils sont tous morts. Roger Le Pire est arrivé. Thierry Sabine est mort. L'hélico est tombé. Il y avait à bord Thierry Sabine, Jean-Paul Le Fur, le radio, François-Xavier Bagnoux, le pilote, Daniel Balavoine et Nathalie Audan du Journal du Dimanche. Et tous les 5 sont morts. On aimerait leur dire, mais pourquoi vous avez redécollé, quoi ? Pourquoi ? Le 1er janvier 1986, à Versailles, sur la place d'Armes, 402 concurrents s'élancent pour la 8e édition du rallye Paris-Dakar. Jean-Luc Roy, journaliste et ami de Thierry Sabine, le créateur du rallye, s'apprête à vivre les 3 semaines de course au cœur de l'événement. Là, les concurrents vont partir d'ici, de la place d'Armes, donc de Versailles, pour le Dakar le plus difficile de toute l'histoire du Dakar. Effectivement, c'est une institution et chacun sait qu'il va devoir repousser ses propres limites. C'est un mélange à la fois d'émotions parce qu'on quitte tous nos proches, donc évidemment, c'est les adieux. On sait qu'on va pas se voir pendant 3 semaines. Et à l'époque, il y avait très peu de nouvelles. Évidemment, il n'y avait pas tous les moyens de communication qu'on connaît aujourd'hui. Donc on partait vraiment dans l'inconnu. Et puis une excitation formidable parce qu'évidemment, on sait qu'on part pour une aventure exceptionnelle. On sait qu'on va vivre des choses très forte et puis l'excitation du public, quoi. C'est, je veux dire, l'année d'avant, je suis parti avec Daniel donc sur ce même podium ici et je lui ai dit, mets-toi plein les yeux parce que des comme ça, t'en verras plus, quoi. Il y avait un monde fou, il y avait 1 million de personnes sur l'avenue, là, c'était du délire absolu. 5, 4, 3, 2, 1, merci à tous. Les 400 participants, autos, motos et camions, vont devoir affronter 3 semaines de sable et de désert. Et pour rallier Dakar depuis Paris, ils vont parcourir plus de 14 000 km en plein cœur de l'Afrique. Malgré un froid polaire, plus d'1 million de personnes sont venues assister à l'événement et apercevoir parmi les concurrents quelques stars comme le comédien Claude Brasseur, le coureur cycliste Jacques Anquetil, 5 fois vainqueur du Tour de France, ou encore le prince Albert de Monaco. Favori de l'épreuve, Cyril Neveu, triple vainqueur du rallye, et Hubert Auriol en moto. René Medj, déjà 2 fois victorieux, et Jackie X, double vice-champion du monde de Formule 1 en auto. Invité de marque cette année, Daniel Balavoine. Le chanteur, alors au sommet de sa carrière, rejoindra le rallye dans le cadre de l'association Paris-Dakar, Paris du Cœur, destinée à implanter des pompes à eau au Sahel. Le Paris-Dakar, créé en 1978, est alors à son apogée et son concepteur présenté comme l'aventurier des temps modernes. Cet homme, c'est Thierry Sabine. Coureur automobile, attaché de presse, playboy, Thierry Sabine est tombé amoureux de l'Afrique et de ses habitants un jour de janvier 1977. À l'époque, Thierry participe au rallye Abidjan-Nice en moto. Lors de la 10e étape, il se perd dans le désert et à bout de vivre, s'installe au pied d'une montagne, attendant la mort.
Recherché pendant 3 jours, il est retrouvé miraculeusement. Ça représente une expérience que je ne souhaite pas à mon pire ennemi, mais que je ne regretterai jamais, parce que je dois dire que la première réaction qu'a eu le pilote de l'avion après m'avoir retrouvé, il m'a dit d'une façon très brute, maintenant mon pote, tu considères que tu fais du rab, et c'est un peu l'impression que j'ai. Cette expérience le bouleverse. Il se lance alors à corps perdu dans son grand projet, un rallye partant de Paris, traversant le désert pour rejoindre la mer. Ce sera le Paris-Dakar. L'important, c'est de passionner ceux qui partent en faisant vibrer ceux qui restent. Et je crois que c'est ça qui compte le plus dans le Dakar. C'est une grande épreuve publique. En 1986, le rallye est déjà une institution, synonyme d'aventure et de grands espaces pour les Français. Du jour au lendemain, Thierry Sabine accède à la célébrité, devenant une icône, l'archétype de l'aventurier. Rien ne semble alors pouvoir perturber l'ascension irrésistible de cet homme charismatique au look de baroudeur. « 13 janvier 1986, Niamey, au Niger. Sur le Paris-Dakar, c'est jour de repos. Un repos bien mérité car les 2 premières semaines de course ont été terribles. Les 3/4 des concurrents ont déjà abandonné et les 120 rescapés tentent de récupérer de ces 10 000 km parcourus dans des conditions extrêmes. La caravane du Paris-Dakar fait alors escale à l'hôtel Gawey. En milieu d'après-midi, Thierry Sabine appelle Gilbert, son père. Il n'avait pas le punch qu'il avait les autres années. On aurait cru qu'il sentait quelque chose. C'est peut-être facile à dire maintenant. Je ne sentais pas. Je ne le sentais pas. Je sais pas pourquoi. C'est inexplicable, mais j'étais très mal après son coup de fil. Une inquiétude renforcée par un événement survenu 1 mois plus tôt. Ce jour-là, le père et le fils ont rendez-vous pour une balade à cheval en Normandie. Il était en retard, comme toujours d'ailleurs. Bon, quand il est arrivé, j'ai dit d'où tu viens? Et il me dit j'ai été faire mon testament. Quand on connaît Thierry, le fait de faire son testament, ça m'a bouleversé. Parce que autant il était difficile pour les autres, mais pour lui, il était un petit peu olé olé. À l'hôtel Gawey, après ce coup de téléphone, Thierry Sabine retrouve son ami Daniel Balavoine. Le chanteur a participé en 1984 et 1985 au rallye en tant que concurrent auto. Cette année-là, il est au sommet de sa carrière et malgré un emploi du temps surchargé, il a rejoint la course dans le cadre de l'association Paris-Dakar, Paris du Cœur, destinée à installer des pompes à eau au Mali et au Niger. Il a découvert l'Afrique grâce au Dakar. On l'a parcouru ensemble l'année précédente, donc, et ce problème de l'eau est devenu pour lui quelque chose d'obsédant. D'où cette idée qui a germé à ce moment-là de créer une association dont le but serait de permettre d'irriguer, d'apporter l'eau. Voilà, donc Daniel était excité positivement, était heureux d'être là. Alors je sais qu'en ce moment j'ai envie de le faire et tant que cette envie me soutiendra, je continuerai. C'est banal, c'est très banal, enfin je trouve. C'était plus qu'un artiste lambda, c'était une écriture, des textes, un engagement. On écoute les chansons de son dernier album, voilà, on comprend mieux pourquoi il avait envie de travailler sur ces opérations humanitaires en Afrique. Ce 13 janvier 1986, son dernier album est déjà disque d'or et Daniel sait qu'il devra regagner la France dans moins de 2 jours. Un dîner est alors organisé à l'hôtel. Autour de la table, ils sont une petite dizaine, dont Jean-Luc Roy, Roger Kalmanowitz, Thierry Sabine et sa compagne Suzanne. Nous voilà au dîner, sur la terrasse en bord de la piscine de l'hôtel Gawey. Il faisait bon. C'est un ton festif parce que on fait ce qu'on aime. On est en Afrique. Ce pays est magique, ce pays est merveilleux. On savoure le moment d'être tous ensemble là et d'aborder un autre moment fort qui va venir juste derrière. Mais Thierry Sabine est préoccupé par le bivouac du lendemain soir. En effet, tous les organisateurs du rallye ne pourront pas se rendre à Gourmara-Rousse, arrivée de cette 12e étape. Le village malien ne dispose pas de pistes d'atterrissage adaptées aux gros porteurs de l'organisation.
Thierry me dit toi tu viendras pas à Gourma, tu t'occupes des autorités nigériennes. Et il regarde Suzanne et il dit t'as qu'à rester avec Roger, tu te reposeras. Puis vous partirez en avion quand il aura fini, vous m'attendrez à Bamako. Sincèrement, j'étais content. J'aime pas l'hélico. Le lendemain, il n'y aura donc que Thierry Sabine et 6 membres de l'organisation pour accueillir les concurrents à Gourmara Rousse arrivés de l'étape. Le reste des équipes prendra position à l'aéroport de Gao, la capitale du Mali, transformée en camp de base pour le rallye. De son côté, malgré l'euphorie de cette soirée, Jean-Luc Roy n'oublie pas sa mission sur ce Dakar. Il doit écrire un livre à 4 mains avec Thierry Sabine. Pour le créateur du Dakar, cette soirée entre amis n'est qu'une parenthèse, car l'ambiance sur cette course est lourde. Depuis sa création, l'épreuve n'a jamais été aussi difficile et les accidents graves jamais aussi nombreux. Dès le premier jour, lors du transfert vers Sète, Yasuo Kaneko, qui participait à son 2e rallye, est renversé par un chauffard ivre. Le motard japonais meurt sur le coup. 10 jours plus tard, lors de la 10e étape, Véronique Anctil, qui participait à son 4e Dakar en moto, chute à pleine vitesse. Elle est défigurée. Ultime coup du sort le lendemain, Jean-Michel Baron, qui roulait depuis 5 jours avec le bassin fracturé, est retrouvé inerte à côté de sa moto sur le bord de la piste. Dans le coma, il souffre de multiples fractures. Opéré d'urgence dans un bloc improvisé sur l'aéroport de Zinder au Niger, les médecins lui sauvent la vie. Mais le pilote ne se réveillera jamais et décédera 24 ans plus tard, en 2010. Je prends Thierry, je lui dis, il faut que tu me racontes là tout ce qui s'est passé dans le Ténéré. Donc on commence à s'isoler dans un petit salon de l'hôtel. Et il me dit, écoute, je suis crevé, là, vraiment j'en peux plus. Je vais me reposer parce que ce qui suit va être très très dur. Donc je lui dis, on se retrouve à Gao et là tu vas me raconter. Et puis il me dit, mais attends, mieux que ça, à Gao, moi je t'emmène dans l'hélico et nous allons à Gourmara Rousse puisque c'est une étape où il n'y aura pas d'avion, il y aura uniquement les concurrents et les hélicoptères. 14 janvier 1986, 6 heures du matin. Les 120 concurrents s'apprêtent à s'élancer de Niamey au Niger pour rejoindre Gourmara Rousse au Mali. L'étape la plus longue et la plus dangereuse de ce Paris-Dakar. 812 km d'enfer. Mais pour éviter un nouveau drame, les organisateurs ont décidé de ne placer que 2 spéciales dans la journée, c'est-à-dire des portions où les concurrents seront chronométrés. La première entre Terra au Niger et Gao au Mali, la deuxième entre Gossi et Gourmara Rousse. Parmi la centaine de rescapés, Cyril Neveu, leader du classement chez les motos, René Medj, qui domine la catégorie des autos, et Raoul Raymondis, pilote amateur qui veut défendre sa 10e place au classement général. Et Sabine avait le don de dire vous avez vécu quelque chose de très difficile et de même vous allez vivre l'enfer. Donc ça c'était son grand mot chaque fois. Et en plus les conditions climatiques, on s'est aperçu que c'était la folie très vite, tempête de sable. On savait que ça allait être une journée pénible pour tout le monde. De son côté, Daniel Balavoine poursuit sa mission humanitaire, accompagné de Nicolas Mathieu. Partis très tôt en avion de Niamey, ils arrivent à Gao pour une rencontre avec les autorités locales. Dans le centre de Gao, on était reçus par le gouverneur et des associations villageoises qui devaient prendre en charge ce matériel et s'en occuper pour pouvoir nourrir les populations. Daniel semblait être en confiance. Venant de Gao où ils ont atterri le matin, Jean-Luc Roy et une dizaine de confrères journalistes approchent de la fin de la première portion chronométrée de la journée, à quelques kilomètres de Gao. Mais lorsqu'ils arrivent, la ligne d'arrivée n'est pas encore décidée, car à l'époque, l'organisation est un peu anarchique. On est là, en train d'errer dans le vent de sable d'ailleurs. Quand on voit une voiture de l'organisation se profiler à l'horizon, dedans il y a 2 personnes et qui nous disent c'est là l'arrivée du rallye. On dit si on décide que c'est là, c'est là. Et ça se fait comme ça. J'étais envoyé par Thierry au début du Dakar pour surveiller les dépôts d'essence, pour vérifier qu'ils étaient bien en place, parce qu'il y avait la guerre entre le Mali et le Burkina Faso, et qu'on sait qu'en général, dans ces cas-là, les premières choses qui sont réquisitionnées, c'est le carburant. Et j'étais de l'autre côté du fleuve à attendre Thierry pour lui faire un peu mon rapport. Parce que je ne l'avais pas vu depuis le départ du Dakar. Et au bout d'un moment, on entend un bruit d'hélicoptère qui fend un petit peu la poussière, etc. Thierry donc fait un petit tour, nous voit et se pose à côté de nous. Et donc il me tape dans le dos et il me dit alors faites sur la gueule parce qu'on s'était un peu frité avant le Dakar. Thierry était on est arrivé un peu au bout d'un système.
Il avait parlé plusieurs fois qu'il voulait arrêter le Dakar, qu'il avait envie de faire des grands voyages. Et tout allait un peu trop vite, trop loin. Et moi, j'avais toujours un sentiment diffus qu'il allait un jour se passer quelque chose, quoi. Une heure plus tard, les concurrents, déboussolés par un vent de sable infernal, parviennent les uns après les autres à franchir la ligne d'arrivée de cette première étape de la journée à proximité de Gao. On n'avait pas de GPS, ça c'est important à souligner. À un moment donné, je vois deux chameliers là, sur leur chameau, et je m'arrête et je leur demande la route. Et ça nous a remis quand même confirmé dans quel sens il fallait aller. Est-ce que c'est vous qu'on a vu demander la route à des Touaregs? Exact. Il allait à la ville, hein. On est arrivé avec Thierry qui nous attendait, avec son petit sourire narquois. On dit, je vous ai bien eu, vous avez bien bavé hein, pendant toute la journée. Sur la ligne d'arrivée, Jean-Luc Roy profite d'un moment de calme pour s'isoler avec Thierry Sabine. Le journaliste recueille alors ses impressions sur les dernières étapes de la course pour le livre qu'ils doivent publier ensemble dans quelques semaines. On s'éloigne un petit peu du groupe de journalistes et je lui dis écoute, ce que tu n'as pas eu le temps de me dire hier soir, tu vas me le dire maintenant. Donc je commence à lui faire raconter naturellement les journées précédentes. Donc on reste isolé un quart d'heure, 20 minutes, et je lui dis, écoute, moi, ça n'est pas la peine que tu m'emmènes à Gourma comme tu me l'avais promis. Je sais que Daniel a envie de monter avec Thierry, même s'il redoute les engins aériens, on le sait bien. Moi, je lui dis, j'aurai d'autres occasions, naturellement, de monter en hélico avec toi par la suite. Thierry Sabine doit alors repartir au plus vite, car il a promis aux autorités maliennes de se rendre à un match de football organisé en l'honneur du Paris-Dakar. Il doit retrouver Daniel Balavoine et Nicolas Mathieu, qui attendent eux depuis 1 heure à l'aéroport de Gao. On écoutait de la musique au Walkman, c'était le dernier album de Even 17, qui était un des groupes à la mode qu'adorait Daniel. On attend à peu près une bonne heure, et enfin Thierry Sabine arrive, faut se dépêcher pour aller au match de football. Dans la tour de contrôle de l'aéroport de Gao, Jean-Louis Calmejane attend impatiemment l'arrivée de l'hélicoptère de remplacement d'Antenne 2. Car quelques jours plus tôt, le mauvais sort a une nouvelle fois frappé ce rallye. Dans le désert algérien, l'équipe de télévision frôle la mort. C'était une boucle. Taman Rasset. Le pilote s'aperçoit qu'il y avait pas mal de turbulences et me dit on va pas pouvoir se poser. Là-dessus, je dis à Jean-Marie Lequertier, notre caméraman, est-ce que tu as fait suffisamment d'images? Et il me dit écoute, encore un petit tour, si on peut pas se poser, encore un petit tour, et puis je refais sous un autre angle, etc. Et je dis au pilote, on fait encore un autre tour. Et là, il amorce un virage et s'est fait prendre dans ce vent abattant et on a vu là, les rochers arriver. Le pilote est allé voir, c'est un Allemand, il est allé voir son hélicoptère et il vient vers moi, il court vers moi, il me prend les bras et il dit « Jean-Louis, we are alive, on est vivant, il m'a serré très très fort. Et là, j'ai eu Thierry à la radio et j'ai dit Thierry, nous avons eu un petit problème d'hélicoptère, est-ce que tu peux venir? Je ne lui avais pas dit plus. Et lui, il a pu se poser. Et là, il me serre aussi dans ses bras, il me dit Jean-Louis, à partir d'aujourd'hui, sache que tu fais durable. Handicapés pour couvrir le rallye par l'absence de leur hélicoptère, les journalistes attendent impatiemment l'arrivée de l'appareil de remplacement venu de Paris. À Gao, lorsque je suis allé à la tour de contrôle, j'ai vu François Xavier, le pilote de l'hélicoptère. Et à ce moment-là, j'apprends que notre hélicoptère arrive. Et là, je dis à François Xavier, écoute François Xavier, tu peux dire à Thierry que nous, notre hélicoptère arrive, ça va le rassurer, on va pouvoir fonctionner comme on fonctionne habituellement, avec notre équipe, tout ça, c'est impeccable. Quelques instants plus tard, après avoir donné le coup d'envoi du match de football, Sabine, accompagnée de Daniel Balavoine, regagne l'aéroport. Mais pas de temps à perdre. Ils doivent se dépêcher pour rejoindre le bivouac du soir à Gourma-Rarousse, car la nuit ne va pas tarder à tomber et l'hélicoptère ne peut pas voler en toute sécurité dans l'obscurité. Et après 10 minutes de match, on a repris notre taxi brousse et on est reparti à l'aéroport. C'est à ce moment-là, dans ce taxi, où Thierry demande à Daniel, écoute, j'ai une place dans l'hélicoptère, si ça t'intéresse. Et c'est vrai que Daniel, sans
trop hésité, dit ok, on a bien bossé ce matin, je pense que ça va bien se passer au niveau de l'implantation des motopompes. C'est un peu la fin de la parenthèse, c'est un peu la fin du bon moment. Et oui, je me souviens très bien qu'il me dit oui, ça me fait chier de rentrer maintenant, je serais bien resté avec vous jusqu'au bout, jusqu'à Dakar, mais il peut pas, quoi. Le pilote attendait devant l'hélicoptère. Thierry dit il faut y aller tout de suite. Je me souviens avoir couru jusqu'à l'avion pour récupérer les bagages de Daniel et pouvoir les transférer dans l'hélicoptère. À ce moment-là, tout de suite, le pilote a mis en route l'engin, la pale commençait déjà à tourner. Et il a fallu se dire au revoir très rapidement. Thierry Sabine, c'était mon patron, j'ai serré la main, il me dit bonne chance, tu vas bien les livrer tes pompes. Et puis Daniel, on s'est pris dans les bras et puis il me dit bon on se revoit à Paris, quoi. Et puis on se quitte comme ça, en fait, sur une dernière plaisanterie, ça vraiment, une dernière connerie, c'est vraiment le mot. Puis je referme la porte de l'hélico, je m'éloigne. Et puis là, ils ont décollé et ils sont partis. L'hélicoptère décolle alors pour rejoindre les concurrents qui attendent à Gossi, au Mali, point de départ de la deuxième épreuve chronométrée du jour qui doit les conduire à Gourmara-Rousse. Malgré la nuit qui approche, Thierry Sabine a décidé de donner le départ de cette étape. Avec 1h30 de retard, l'hélicoptère blanc de l'organisateur se pose enfin. Rare journaliste présente sur place, Nathalie Audan. À 25 ans, la jeune femme travaille pour le journal du dimanche et réalise là son rêve, couvrir le Paris-Dakar. J'ai vu Nathalie Audan, qui était au départ de la spéciale, et elle me dit tiens Pierre, c'est chouette, je vais partir avec Thierry en hélicoptère. C'est la première fois que je monte en hélico et je vais pouvoir te suivre. Comme Nathalie Audan était notre marraine de l'équipe, elle était heureuse de partir avec Thierry. La course lancée et malgré les risques de voler la nuit, l'hélicoptère redécolle. Avec Nathalie Audan, ils sont maintenant 5 personnes à bord de l'hélicoptère. La journaliste a rejoint Thierry Sabine, Daniel Balavoine, Jean-Paul Le Fur, le technicien radio, et François-Xavier Bagnoux, le jeune pilote suisse de 25 ans. À Paris, sa mère, Albina Dubois-Rouvray, productrice de cinéma, est inquiète, consciente des risques pris par son fils sur le rallye. Bien sûr que je suis inquiète, j'ai toujours été inquiète pour François depuis le début de son choix. Comment est-ce qu'il va échapper à tous ces pièges qui vont se présenter à lui? Et d'autant plus sur le Dakar qu'il n'était pas le contexte qu'il connaissait par cœur, celui des Alpes. François m'a appelé et il m'a dit une chose bizarre, ça me revient maintenant qu'on en parle. Et il m'a dit, maman, si tu entends qu'il y a eu un accident et un hélicoptère s'est écrasé, ne t'inquiète pas, parce que ça ne sera pas moi. À 18h50, tout est en ordre sur ce 8e Paris-Dakar. L'organisation du rallye, accompagnée de la majorité des journalistes, se trouve à l'aéroport de Gao. Thierry Sabine et Daniel Balavoine survolent la course malgré le danger. En effet, la tempête et l'obscurité rendent la visibilité quasiment nulle. Les concurrents, eux, se débattent avec ce vent de sable, impatients d'en terminer avec cette journée. Tout doucement, vers la soirée, le vent a commencé à se lever et on a eu un genre de vent de sable, de poussière. On avait du mal même à voir les voitures qui étaient devant quand on roulait, donc on peut dire qu'il y avait une visibilité, je ne sais pas, 50-60 mètres maximum. À 19h, ces conditions climatiques forcent l'hélicoptère de Thierry Sabine à se poser au milieu du désert, à 21 km de l'arrivée. À cet instant, Pierre Lartigue et son coéquipier Bernard Giroux, lancés à pleine vitesse pour combler leur retard de la première spéciale, aperçoivent l'organisateur du rallye leur faire de grands gestes pour les arrêter. Vers la fin de la spéciale, d'un seul coup, je vois Thierry qui était au milieu de la piste. On était à 21 km de l'arrivée. Et j'ai dit, mais est-ce que tu as quelque chose? Il me dit, non, dis à Guido qu'ils viennent nous chercher, on l'attend. Et j'ai dit, mais tu as un problème? Tu as quelque chose? Il dit, non, tout va bien. Il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, continue ta course. Et puis j'ai refermé la porte et je suis reparti d'un seul coup. Les premiers concurrents arrivent au bivouac de Gourmara-Rousse, exténués par cette étape de 812 km. Nous, on est arrivés encore 2 jours, limite,
mais on sait quand même que ça va être la galère pour les autres. Rouler dans un spécial de nuit, c'est tout à fait inadmissible. À leur tour, Pierre Lartigue et Bernard Giroux franchissent la ligne d'arrivée et préviennent immédiatement Bernard Didlot, le patron d'Africa Tour, que Thierry Sabine l'attend au kilomètre 21. À l'arrivée, avec Bernard Giroux, on a été voir pour que quelqu'un puisse aller le chercher. Alors je mis de ma voiture, parce que je savais qu'ils étaient qu'ils sont 5 à bord de l'hélico. Sur la piste, Charles Belvez et son équipier Jackie Giraud, concurrent en auto, n'ont plus qu'une vingtaine de kilomètres à parcourir pour en finir avec cette journée dantesque. On roule, on prend notre rythme. On voit l'hélicoptère qui est posé et en se rapprochant, l'hélicoptère décolle. Il se met au-dessus de nous et il nous suit. On voit son phare qui balaye un peu de temps en temps le toit de la voiture ou sur les à côté. Sur l'avant droit de la bagnole, on voit passer les lumières de l'hélicoptère avec une vitesse horizontale très élevée. On entend un vouf assez important et une gerbe d'étincelles. On a vu un grand éclair dans le ciel, on a entendu un grand bruit et même mon copilote m'a dit mais il doit y avoir un orage ici, mais à cette époque-là c'était pas possible. On a vu une lueur, c'est tout, et puis bon, on a continué, on n'a pas trop fait attention à ce que c'était, on était en course, puis voilà, pour nous on a fini notre spécial, et puis voilà quoi. On se dit tiens, il nous envoie une balise pour nous dire qu'on n'est pas sur la bonne piste. Et puis immédiatement on se dit non, l'hélicoptère c'est se cracher. Et on s'arrête, on fait demi-tour et on va sur le lieu où il s'est craché. Dans les phares, on voit tous ces débris d'hélicoptères au sol. On s'arrête, on descend, on veut aller à pied. En s'approchant de l'hélicoptère, réellement, il y avait une odeur de kérosène où je vous assure qu'on s'est dit ça va nous péter la gueule. Et là, avec Jackie, on s'est regardé, on dit qu'est-ce qu'on fait ? On n'a rien dans la voiture pour venir en aide médicalement en quoi que ce soit. Rien. On décide d'aller vite à l'arrivée, chercher du secours. Thierry Sabine, le créateur du rallye, Daniel Balavoine, Nathalie Audan, François-Xavier Bagnoux et Jean-Paul Le Fur viennent de perdre la vie dans le crash de leur hélicoptère. Alors qu'ils étaient posés en sécurité, attendant qu'une voiture vienne les chercher, ils ont donc décidé de redécoller et de rejoindre le bivouac avec une visibilité quasi nulle. Pour quelles raisons ont-ils pris de tels risques ? Personne ne le saura jamais. Au bivouac, aucune inquiétude. Tous sont persuadés que Thierry Sabine est posé attendant l'arrivée de Bernard Didlot, parti en 4x4, récupérer l'équipage à l'endroit indiqué par Pierre Lartigue au kilomètre 21. J'allais pas vite, justement comme je cherchais, puis je faisais des zigzags pour éclairer avec les phares. Et je fais 21 à contre-courant donc de la course, sur les côtés. Bon, je voyais toujours rien. Je fais donc 22, 23, je me dis qu'est-ce qui se passe ? Tandis que Didlot recherche l'hélicoptère en tentant d'éviter les concurrents qui arrivent en sens inverse, Charles Belvez et son coéquipier parviennent affolés au bivouac. On saute de la voiture, on va vite à la direction, on dit vite, un hélicoptère est tombé. Ils nous disent non, écoutez, calmez-vous, il est posé. Et on a envoyé quelqu'un chercher les occupants. Et on lui dit non, nous on a vu un hélicoptère tomber. On a vu un hélicoptère décoller, on a vu un hélicoptère tomber. Pendant un quart d'heure, on est là à chercher l'hélicoptère. On a vu l'hélicoptère tomber. Personne ne veut croire Charles Belvez. Tous sont convaincus que Thierry Sabine et son équipage vont revenir dans quelques minutes dans le 4x4 d'Africa Tour de Bernard Didlot.
Seuls Dominique Fillon et Gérard Joigny, journalistes à Europe 1, veulent bien croire au témoignage de Belvez. J'ai un gars qui avait couru le Dakar, le premier que j'avais fait, et qui était venu passer sa journée pour ce nostalgique du Dakar, pour venir un peu faire un bivouac avec les anciens. Voilà. Et puis c'est lui qui me dit, je suis passé à l'arrivée, on m'a dit qu'il y avait eu un accident d'hélicoptère. Donc j'ai pris la voiture, et puis quand on m'a dit que c'était Belvez, l'équipage Belvez, qui avait témoigné de ça, je suis allé donc à l'endroit où ils étaient, comme tous les autres, en train de faire le plein dans la queue des véhicules. Et donc il est un peu incohérent et il me dit effectivement, oui, j'ai vu un truc. Et donc là, ils prennent la décision de remonter. Donc là, c'est Jackie qui est reparti. J'ai préféré que ce soit lui qui aille que moi. Réflexe de journalistes, Dominique Fillon et Gérard Joigny veulent se rendre compte par eux-mêmes de la réalité de la catastrophe. Accompagnés de Jackie Giraud, ils se rendent sur les lieux du crash. Au sein du bivouac, la rumeur de l'accident se répand très vite, mais personne ne veut encore y croire. En particulier le prince Albert de Monaco, concurrent auto cette année-là, et cousin du pilote de l'hélicoptère François-Xavier Bagnoud. On ne pensait pas que c'était celui de Thierry Sabine, ni que c'était donc mon cousin qui pilotait. On pensait que c'était un autre hélicoptère. Je ne pensais pas que ce soit Thierry, parce que Thierry m'a demandé de faire venir une voiture pour les rapatrier. Et puis ils étaient posés. Mais c'est vrai qu'on se dit, il n'est pas là. Tiens, c'est quand même curieux. Il y a une suspicion de se dire, qu'est-ce qui se passe? La nuit est complètement tombée. C'est donc à la lueur des phares de leur voiture que Dominique Fillon, Gérard Joigny et Jackie Giraud tentent de retrouver le lieu du crash. On roule à 40 à l'heure. Parce qu'il faut trouver des... Puis on est face à des concurrents qui arrivent et puis... Il y a des trains dans tous les sens, évidemment. Alors ça a monté légèrement. Oui. Et puis là, je mets les pleins phares. Et puis là, on voit le dégât, quoi. On voit un bout d'hélico craché, puis les corps autour. Qui étaient de couleur ocre, tous. Ils avaient tapé dans la poussière et c'était... c'est des choses pas belles, quoi. Après une dizaine de minutes de recherche, Bernard Didlot parvient à son tour sur les lieux de l'accident, où il rejoint les journalistes déjà sur place. Je m'arrête. Et puis, je vois les corps dans un état un peu reluisant, si je puis dire. Donc, incontestablement, décédés. Et puis en plus, l'incertitude sur qui ils étaient. Parce que nous, quand on est parti, on savait qu'il y avait dans l'hélico 3 personnes que nous on connaissait. Hein. Il y avait le radio, le pilote de l'hélico et Thierry Sabine. Et les 2 autres, on savait pas. Toi, t'as regardé dans les poches de Balavoine pour trouver. C'est tellement pas sûr de moi que j'ai fouillé de sa poche, j'ai trouvé son passeport. Faut être bien sûr que ce soit lui. C'est un moment terrible. Après 45 minutes d'errance autour de l'épave de l'hélicoptère, les journalistes et Bernard Didlot retournent au bivouac. Il leur faut alors annoncer la terrible nouvelle à l'ensemble de la caravane. Le prince Albert apprend alors la mort de son cousin, François-Xavier Bagnoud. C'est le choc pour tout le monde. C'est le... voilà. On n'a pas trop de... pas trop de paroles d'échanger entre nous, c'est un peu la consternation et le choc. Ça a été un coup de massue. Là, on n'a plus pensé à la course. On était vraiment lessivés. Tout le monde s'est écroulé, tout le monde pleurait. Tout le monde était à son coin et personne ne parlait, en fait. Il y a une sorte de grand silence. Je n'arrive pas à y croire et quand je l'ai su, j'ai annoncé à tout le monde que j'arrêtais. Pour moi, le créateur de la course n'étant plus là, ça avait plus de sens. Je renvoie mon équipe avec des couvertures pour recouvrir les corps, mettre du sable par-dessus pour pas qu'on voit quoi que ce soit, de façon à ce qu'il n'y ait pas de photos jusqu'à ce que les corps soient enlevés. Mission que je me suis permis de confier au véhicule Toubib, les médecins, et c'est eux qui sont allés s'occuper des corps et qu'ensuite on est allé les mettre dans la propriété du gouverneur. À
À Gao, les membres de l'organisation n'ont aucune nouvelle du rallye. Ce soir-là, le vent de sable perturbe les communications radio. Patrick Verdois, le bras droit de Thierry Sabine, patiente à proximité de l'aéroport. Nous étions, nous, dans notre voiture et vers 11h du soir, un hurlement dans notre HF, une voix très très forte, nous réveille et nous dit la chose suivante. On vient de recevoir un message que je vous transmets. Et ce message, c'était à Patrick Verdois, l'organisateur du rallye. Le pire est arrivé. Sans communication et sans possibilité de faire décoller un avion pour se rendre au bivouac, l'organisation va alors passer une nuit d'angoisse avec une question. Que s'est-il passé à Gourmara-Rousse ? Après une nuit difficile, sans pouvoir trouver le sommeil, le soleil se lève enfin sur le bivouac. Un bivouac encore abasourdi par la catastrophe. Il y a une chape qui tombe sur le rallye, une chape de silence. On voit des gens qui bougent, qui font ce qu'ils ont à faire, mais bon, dans un silence. Alors d'habitude, c'est quand même plus convivial. On est tous là, on est un peu des orphelins, quoi. Voilà. On était un peu paumés dans la brousse, là, donc on attendait quelqu'un qui vienne à notre secours. La direction du rallye, toujours sans nouvelles et dans l'inquiétude du message de la veille « Le pire est arrivé », a décidé d'envoyer Marc Ducrot, le directeur technique, à Gourmara-Rousse. On survole Gourmara-Rousse et instinctivement je compte les hélicos. Et il en manquait un. J'ai dit tiens, il manque un hélico, il manque le blanc. Parce que il y avait toujours un hélico blanc Thierry. Tiens, il manque l'hélico de Thierry. Bon. Et puis on tourne pour essayer de trouver la piste. C'était difficile à trouver. Et en tournant, on voit l'épave de l'hélico sur le sol. Et là, Darou, c'était le pilote quand même de l'avion. Il se met à hurler, c'est l'hélico de Thierry, c'est l'hélico de Thierry, Thierry s'est tué, Thierry s'est tué. Et il part, il perd le contrôle de son avion, quoi. Il est obligé de crier dans l'avion, quoi, de dire, Darou, on se pose. Et puis il se calme, et là on se pose. Après s'être posé, Marc Ducrot découvre la caravane du Dakar sous le choc. Patrick Resséjac, alors responsable des départs au sein de l'organisation, lui raconte la nuit d'horreur qu'ils viennent de vivre. Mais il n'a pas le temps de digérer la terrible nouvelle. Gao n'était pas au courant. Donc il faut que quelqu'un les prévienne de ce qui s'est passé. Donc pour aller les prévenir, la radio marche apparemment toujours pas. Je renvoie à Resséjac, je dis tu vas expliquer à Verdois ce qui se passe. Après il reste le problème des corps. Les corps ont été amenés dans des huttes dans le village de Gourmara-Rousse. Donc je dis on va les mettre dans l'avion, dans les 2 avions qui restent, et on va les renvoyer à Bamako. Je me méfiais toujours, je dis il faut pas qu'il y ait de photos, qu'il y ait rien. Donc je demande à Joseph de Keker, qui était un vieux copain de Thierry, quelqu'un qui faisait les recos avec nous, tu vas chercher les corps et tu les amènes dans les avions, parce qu'il y avait une distance assez longue, il y avait quelques kilomètres quand même entre le village et la piste. Et là, il se met à pleurer, le Joseph, parce que c'est un monsieur qui avait à cette époque-là, nous on avait 30 ans, lui il en avait peut-être 50 ou 45-50, Joseph. Il se met à pleurer, mais il dit, je peux pas faire ça. Je dis, il y a que toi qui peux le faire. À Gao, les journalistes dont Jean-Louis Calmejane se sont réunis autour de l'avion PC, alertés par l'atmosphère pesante qui règne sur l'aéroport. C'est alors que Patrick Verdois reçoit un message radio de l'avion revenant de Gourmara-Rousse. Il nous annonce que l'hélicoptère de Thierry s'est crashé et qu'il y a 5 victimes décédées. Et moi, je lui dis de donner comme instruction à nos contrôleurs sur place de remettre le rallye en marche, mais en liaison jusqu'à Bamako, qu'on se retrouvait tous à Bamako le soir et qu'on verrait alors ce que l'on fait. Dans l'avion où se trouvait tout le staff du Paris-Dakar, celui qui n'était pas à Gourmara-Rousse, nous sommes entrés dans l'avion parce que on sentait qu'il y a quelque chose. Vous savez, c'est une atmosphère un peu bizarre. Et Patrick nous annonce donc la mort des 5 passagers de l'hélicoptère. Il y avait à bord Thierry Sabine, Jean-Paul Le Fur, le radio,
François-Xavier Bagnoux, le pilote, Daniel Balavoine et Nathalie Audan du Journal du Dimanche. Et tous les 5 sont morts. J'arrive à l'aéroport, je monte dans l'avion de transmission, et en rentrant dans l'avion, il y a Christian Boudas en larmes à la radio, et je l'entends annoncer le décès de Thierry Sabine, de Daniel Balavoine et de l'équipage de l'hélicoptère. Sur ce rallye, tout pouvait arriver sauf un accident de Thierry Sabine. Thierry Sabine, c'était l'homme qui, avec son hélicoptère blanc, allait chercher les gens qui étaient perdus dans le désert. Thierry Sabine, c'était l'homme qui sauvait les vies sur ce rallye. Après avoir annoncé la nouvelle aux journalistes, Patrick Verdois décide de prévenir les familles des victimes. Et en premier lieu, Suzanne, la compagne de Thierry Sabine. À Bamako, à l'hôtel de l'Amitié, Suzanne et Roger Kalmanovitz, le responsable de la sécurité du Dakar, attendent alors tranquillement l'arrivée du rallye prévu dans quelques heures. À peine réveillé, Roger Kalmanovitz reçoit un appel de Patrick Verdois. Je vais dans la cabine, je décroche. Roger, c'est Patrick Verdois. Oui, Patrick. Roger, le pire est arrivé. Thierry Sabine est mort. L'hélico est tombé. Je lui dis, on fait quoi? On fait quoi dans l'immédiat? Il me dit, écoute, Gilles de Lichtervelde va ramener les corps à Bamako. Il faudra que tu t'occupes des choses. Sous le choc, Roger Kalmanovitz sait qu'il va devoir maintenant prévenir Suzanne que son compagnon Thierry Sabine est mort. J'avise une amie d'Africa Tour, Chantal Petit. Elle était là dans le lobby. Je lui dis, Chantal, faut que tu m'aides là. Je lui dis, alors elle commence évidemment par s'effondrer. Je lui dis, faut que tu m'aides là. On prend l'ascenseur, on arrive à l'étage, l'ascenseur s'ouvre, Suzanne. Et je lui ai dit, tiens viens, on a un truc à te montrer. Je m'assois pour que tout le monde s'assoie. Je dis pas asseyez-vous, je m'assois. Elle s'assoit. Et je lui dis, Suzanne, l'hélico est tombé, Thierry est mort. Elle s'est effondrée tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Elle est restée prostrée, à sangloter. Chantal Petit lui a tenu la main, elle lui serrait la main. Moi, je lui ai mis la main sur l'épaule et il fallait que je fasse des trucs, mais il fallait que je m'occupe de ce que Verdois m'avait demandé de m'occuper. Et je suis sorti. Patrick Verdois va devoir annoncer la nouvelle aux autres familles des victimes. À Paris, Gilbert Sabine, chirurgien dentiste, arrive comme tous les matins à son cabinet. M'habille pour travailler, pour opérer, et on m'appelle, une infirmière arrive et me dit on vous demande d'Afrique. Je vais au téléphone, et Verdois, avec sa diplomatie habituelle, me dit il y a eu un accident d'hélico hier, ils sont tous morts. Voilà comment j'ai appris la mort de Thierry. Ça a été un coup de massue. J'ai jamais remis les pieds dans ma clinique. Je n'ai jamais retouché un instrument chirurgical. J'ai l'impression que le cerveau a fait demi-tour et est parti ailleurs. Patrick Verdois a également averti le père de François-Xavier Bagnoux, le pilote de l'hélicoptère. C'est à lui que revient la terrible charge d'annoncer à Albina Dubois-Rouvray la mort de son fils. Un téléphone sonne, et c'est Bruno qui me l'a dit d'une traite. Il m'a dit, tu sais, j'ai une très très mauvaise nouvelle à t'annoncer. François s'est écrasé avec son hélicoptère hier soir. Tout
s'effondre. Pas seulement le monde, c'est moi-même, tout, tout, tout. Tout. La caravane du Dakar vers Bamako. Les concurrents prennent alors la même route que la veille, en sens inverse, contraints de passer devant l'épave de l'hélicoptère. Le grand choc, c'est quand on est passé devant l'hélico. Là, on était obligé de passer devant. Là, c'était très 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 dur. Hein. Et ça confortait dans ce que je pensais. De dire, je vais à Bamako parce que de toute façon, il faut bien que je rentre. Et c'est fini en tout cas pour moi. On s'est arrêté. Moi, j'ai fait quelques photos de l'accident de l'hélicoptère. Oui, après on est reparti. C'était un petit peu une façon de se recueillir et puis voilà quoi. Et on est reparti. La nouvelle de la catastrophe est maintenant officielle. De son côté, Jean-Luc Roy est un des rares journalistes qui n'a pas encore appris l'information. En effet, Jean-Luc n'était pas à Gao. Il a passé la soirée à Tombouctou, loin du rallye, et c'est dans l'avion qui le conduit à Bamako que la nouvelle tombe. Soyez modeste avec le désert. Soyez modeste. Une leçon de modestie avant toute chose. S'ils nous acceptent aujourd'hui, ça sera clean. Sinon, Inch'Allah. Nous sommes dans l'avion et on est en train de supposer ce qui a pu se passer sur le rallye ou quelles sont les nouvelles qui nous attendent à Bamako. On sait que c'est une très très longue étape qui attendait les concurrents de Gourmaraous à Bamako. Et également, on n'a pas les nouvelles et les résultats naturellement de l'étape de la veille, dont nous savons depuis Gao qu'elle a été terrible le matin à cause du vent de sable. Donc effectivement, on discute des problèmes sportifs et d'un seul coup, donc notre confrère de RFI qui peut capter donc sa radio, puisque RFI passe partout en Afrique, d'un seul coup nous regarde liquéfié et nous dit l'hélico s'est craché, ils sont tous morts. On est effondré, mais on se garde une petite parcelle d'espoir dans l'attente de l'atterrissage à Bamako pour avoir confirmation. Et quelques minutes plus tard, Jean-Luc Roy se pose à l'aéroport de Bamako. Ses derniers espoirs s'envolent. Lorsque l'avion se pose, là je comprends immédiatement, puisque Suzanne est là, la compagne de Thierry, Roger Kalmanowitz est là, et là je comprends. Les personnes qui sont là sont complètement dévastées par l'ampleur de la nouvelle, et l'avion qui ramène les corps arrive juste après. Donc voilà, je sais que c'est bien eux, oui. Je sais qu'il n'y a pas de doute, là-dessus. Et là, on a sorti nos amis de l'avion. Après 700 km de route, la caravane du rallye arrive à Bamako. Les concurrents rejoignent l'hôtel de l'Amitié. Tous ont une question en tête. Le rallye Paris-Dakar va-t-il se poursuivre? Je suis allé dans la salle de presse, j'ai fermé la porte et nous attendions Verdois. Et donc après, ça a été alors, Patrick, on fait quoi? On continue. T'as raison, Patrick, on va à Dakar. Moi, je vais me réfugier tout de suite dans ma chambre. Je dis, je veux voir personne. Et puis après, il s'est avéré que tout le monde est venu me voir, notamment Suzanne, la femme de Thierry, et puis René Metsch, qui était mon homologue, mais qui était en tête du rallye en voiture pour me convaincre finalement de continuer le rallye. Et après réflexion d'une heure, j'ai dit oui, ok, je continue le rallye. La course va donc se poursuivre jusqu'à Dakar en hommage à Thierry Sabine. Le lendemain matin, les victimes sont rapatriées en France. La mort de Daniel Balavoine confère à ce drame un caractère national. Dans tout le pays, les hommages se multiplient. Le dernier hommage des amis, des admirateurs de Daniel Balavoine. Depuis ce matin, plus de 1000 personnes, très émues, des familles, des gens seuls, de tous les âges, sont venus ici, à Suresnes, se recueillir un instant. Je ne peux pas exprimer ce que je ressens, c'est trop dur. Moi, je suis d'une génération qui n'est pas la sienne, mais j'aimais beaucoup parce que pour la paix, l'antiracisme, il était bien. Le 18 janvier 1986, près de 3000 personnes se réunissent à Biarritz pour un dernier adieu au chanteur. Le lendemain, une vingtaine de proches assisteront aux obsèques de son ami Thierry Sabine. Seuls les parents et quelques amis ont assisté aux obsèques de Thierry Sabine ce matin dans la petite église d'Épernon, en Seine-et-Marne. Selon ses vœux, les cendres de l'aventurier seront dispersées au pied de l'arbre du Ténéré
pour ne jamais quitter le désert africain qu'il aimait tant. Pendant ce temps, le rallye Paris-Dakar a donc continué pour honorer la mémoire de Thierry Sabine, mais le cœur n'y est plus. Le 22 janvier, sur la plage qui borde le lac Rose, c'est Cyril Neveu qui remporte le Dakar en moto et René Medj en auto. Arrivée sereine et digne pour une édition d'un Dakar pas comme les autres, les sourires crispés des vainqueurs, ici uniquement pour satisfaire aux exigences des photographes. J'ai ressenti à ce moment-là une force me disant qu'il fallait que j'aille à Dakar. D'abord parce que bêtement je voulais qu'il y ait un Sabine à l'arrivée. Et puis aussi pour voir comment tout se passait, et il fallait que j'y aille. C'est là où je me souviens très bien m'être mis un peu en retrait, m'être tourné vers le lac Rose, c'est-à-dire le dos au concurrent, et que les larmes ont commencé à couler dans mes yeux. Je parlais à Thierry, et je me souviens, je lui disais, Thierry, on y est arrivé à Dakar, bravo. Je pense fortement à Thierry, et surtout quand Suzanne vient, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bah, elle me dit merci, quoi, en gros. Quoi. Elle me remercie, remercie. Pour féliciter Cyril Neveu de sa victoire, Gilbert Sabine lui offre un cadeau symbolique. La moto avec laquelle Thierry Sabine avait disputé le rallye Abidjan-Nice en 1977 et avec laquelle il s'était égaré dans le désert. Retrouvé quelques jours avant ce 8e Paris-Dakar, Thierry Sabine avait affirmé « Le désert rend une moto, il va prendre une vie ». Près de 30 ans après la catastrophe, les causes du drame demeurent inconnues. Pourquoi l'hélicoptère a-t-il redécollé et pourquoi s'est-il écrasé? Des questions qui resteront à jamais sans réponse. En 1987, Gilbert Sabine, Patrick Verdois et René Medj reprennent l'organisation du rallye. Aujourd'hui, 35 ans après sa création, le Dakar existe toujours et bien qu'il se déroule en Amérique du Sud, le rêve de Thierry Sabine se poursuit. L'association Paris-Dakar Paris du Cœur est devenue l'association Daniel Balavoine. Gérée par sa sœur Claire, elle s'occupe toujours d'implanter des pompes à eau au Mali et au Niger pour poursuivre le combat de Daniel. Albina Dubois-Rouvray a quitté le monde du cinéma pour se lancer dans l'humanitaire en fondant l'association FXB en hommage à son fils. L'association a pour but de lutter contre l'extrême pauvreté dans le monde. J'ai perdu 2 amis, je pense que c'était la fin d'une époque. Plus rien, vraiment, pour moi, n'a été comme avant. On a peut-être perdu une certaine forme d'insouciance. On était prêt à tout, on était prêt à suivre Thierry partout. Je repense beaucoup tous les jours aussi à tout ce que j'ai pu partager avec Daniel l'année précédente dans l'habitacle de la voiture, puisque c'était donc mon coéquipier. Et je me souviens quand on est arrivé sur la plage de Dakar, à quelques milliers de kilomètres d'ici, je lui ai dit, écoute, ça, tu l'as fait, et personne ne pourra plus jamais t'enlever. Un Dakar qui grandit vers l'exceptionnel. Le drame, lui, n'étant malheureusement pas exceptionnel, et il faut essayer de se passer du drame. Il y a quand même une image qui me revient souvent, c'est celle de Thierry Sabine à côté de son hélico qui nous regarde passer sur la piste. Thierry, c'était un garçon qui séduisait les gens, qui m'avait séduit aussi. Et j'étais plein de lui. Donc ça a été un coup terrible.
Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com. On termine avec celui qui était l'invité d'honneur de la partie musicale, mais qui a dépassé, car ce n'est pas seulement un musicien, c'est un journaliste à sa manière. On le retrouve, Daniel Balavoine. J'avais l'impression que... Non, je m'excuse de vous couper parce que bon, je crois que j'ai compris tout de suite la question. Non, quand je me suis marié... C'était pour la vie. C'était pour la vie. Techniquement et vocalement, une dame qui s'appelle Madame Nicole Salien de l'Olympia, de l'Opéra, pourra lui dire qu'au contraire, je chante techniquement parfaitement bien et que je ne crie pas et que j'ai une technique de ténor qu'on ne soupçonnait pas et que je ne soupçonnais pas moi-même d'ailleurs et dont je n'ai rien à foutre, cela dit en passant. Bon, Balavoine ne sera pas là ce soir, non? Tu ne l'as pas invité? Mais si, je l'avais invité, mais il fait le Paris-Dakar, alors. Oui, mais enfin, il se passe rien ce soir au Paris-Dakar. Ouais, mais il faut qu'il se concentre, il faut qu'il se prépare. Ah oui. Des façons de dire les choses un petit peu plus concises, c'est un peu comme dans la vie d'ailleurs, et ça dérange peut-être des fois les gens, ça ne veut pas dire que je sois devenu un chanteur engagé, c'est pas du tout ça. Et je sais pas comment vous dire, voilà, on a appris il y a une heure que Daniel Balavoine s'était tué en hélicoptère. Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com.